Voilà, Noémie Poise, donc, qui va déjà pouvoir se présenter évidemment en quelques mots. Vous avez un micro devant vous, n'hésitez pas. Et alors, vous allez nous parler de ce projet, en particulier Pegasus sur l'autoconsommation solaire. Ça se passe en France, hein, dans le Vercors, mais pas seulement. Voilà. Merci. Donc, bonjour à tous. Noémie Poise, chargée de mission solaire et réseau électrique à l'Agence régionale de l'énergie et de l'environnement en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, notre agence intervient principalement au service du territoire sur l'ensemble des champs de la transition énergétique et grâce à l'implication dans des projets européens sur des filières un peu plus innovantes. Et donc, on est partenaire effectivement donc d'un projet européen qui s'appelle Pegasus, qui associe différents pays du pourtour méditerranéen autour de la thématique des micro-réseaux, mais micro-réseaux connectés au réseau principal de distribution. Donc l'objectif, c'est effectivement, en s'appuyant sur l'étude de différents sites pilotes, d'étudier, on va dire, à la fois un dimensionnement technique, d'optimisation de l'autoconsommation à l'échelle des sites pilotes, donc d'équilibrage des flux de production et de consommation, mais aussi de regarder les aspects économiques, contractuels. Et c'est ça qu'on a décliné sous le format de l'étude d'un projet d'autoconsommation collective pour le cas français. Donc pour présenter un petit peu les pays impliqués dans ce projet, on est sur le pourtour méditerranéen. Donc on est sur des pays qui, pour une partie d'entre eux, sont à la parité réseau, y compris pour les petites installations résidentielles. C'est le cas pour l'Italie, pour Chypre. Et ces pays-là, on va dire, n'ont plus de tarifs d'achat et sont sur d'autres systèmes de soutien. Il y a beaucoup de net metering, par exemple, qui est en place. Alors, en fait, il y a des profils très différents. On parlait globalement d'une politique européenne, hein, il y a un instant avec Naomi, mais quand on le voit dans le détail, c'est très varié. Oui, la plupart de ces pays, en fait, ont mis en place des réglementations sur l'autoconsommation bien avant nous. La Grèce en 2011, l'Italie a abandonné les tarifs d'achat en 2013, a mis en place ce qu'ils appellent Scambio sul posto, qui veut dire en gros, c'est un espèce de net metering qui tient compte en fait des variations du prix de l'électricité entre le moment où on injecte et le moment où on soutire. Chypre a eu un grand plan solaire pour tous en 2015, où là aussi ils ont introduit du net metering pour les petites installations résidentielles. La Slovénie, je crois que c'était en 2016. Donc on va dire que ce sont des pays qui ont mis en place une réglementation sur l'autoconsommation individuelle il y a déjà quelques années, mais qui sont allés un peu moins vite que nous sur la partie autoconsommation collective, dont je vais vous parler plus en détail. Alors les enjeux en fait de ce projet, c'est effectivement d'une part bien sûr de développer les énergies renouvelables, de travailler sur une maîtrise des coûts, puisque dans l'autoconsommation, effectivement, on maîtrise les coûts d'investissement initiaux, on maîtrise les charges, on peut estimer combien va revenir le coût du kilowattheure dans le temps, ce qui n'est pas forcément le cas quand on achète l'électricité sur le réseau, où on a une certaine incertitude sur l'évolution des prix du kilowattheure. Donc l'enjeu de ces micro-réseaux, c'est effectivement d'avoir une meilleure maîtrise des coûts. Et puis, on a ce cas particulier, puisque le projet focalise sur les territoires ruraux et insulaires, de aussi pouvoir répondre ponctuellement à des problèmes de sécurisation de l'approvisionnement. On a 3 îles dans le projet, en Croatie, Chypre et puis le troisième m'échappe, mais où effectivement il y a un enjeu de pouvoir utiliser ces solutions-là. Il y a la Grèce la Grèce, c'est pas une île, c'est sûr. Donc vous dites il y a Chypre, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, la Slovénie, la France, la Croatie. Moi j'ai ça. Oui, l'Espagne, mais ils n'ont pas de site pilote. Ils sont partenaires, pas encore. Voilà. C'est pour ça qu'on arrivera à l'Espagne après. Voilà. Et donc effectivement, c'est ces notions de pouvoir sécuriser l'approvisionnement électrique et de pouvoir ponctuellement fonctionner en mode îloté quand il y a des problèmes de coupure. C'est le cas sur l'île croate. Et puis, on va voir que c'est aussi le cas sur le site français qu'on a choisi. Voilà. Donc, on a 7 projets pilotes sur 8 ou 9 pays. Et dans le cas français, on s'est intéressé à un site situé donc dans le Vercors, dans le sud du Vercors,
en territoire de montagne, un petit village qui est en bout de ligne de réseau et qui souffre effectivement de coupures récurrentes, d'une part. Et puis d'autre part, c'est un site, on va dire, où il y a une certaine dynamique, une grosse dynamique même citoyenne et publique. Donc la volonté, en fait, d'aller vers déjà une application forte, on va dire, des acteurs locaux dans les projets d'énergie renouvelable et plus globalement de développer de l'autoconsommation collective, des systèmes de stockage. Ils ont même un projet de mobilité hydrogène, donc ils voient vraiment très très loin pour un petit village. C'est une commune qui a combien de... quelques centaines d'habitants. Oui, quelques centaines. Voilà. Et dans le cadre de Pegasus, donc, on a fait une étude paramétrique assez poussée, on va dire, sur le bourg, où pendant 1 an, on a instrumenté donc tous les clients raccordés, enfin quasiment tous les clients raccordés au poste de transfo HTABT du centre. Donc on a recueilli des pas de temps, enfin des puissances au pas de temps 10 minutes, on va dire, pendant 1 an sur 33 consommateurs. Et on a travaillé dans un premier temps sur un dimensionnement technique d'une installation photovoltaïque dans l'idée justement de préfigurer un projet d'autoconso collective. Donc on visait à peu près 85% de taux d'autoconsommation, ce qui nous amenait à peu près à une installation de 36 kW, en considérant que tous les consommateurs participeraient à l'opération. Voilà. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce dimensionnement dépend beaucoup du profil des consommateurs impliqués. Si, on va dire, 10 clients sortent de ce périmètre, selon que c'est les 10 meilleurs ou les 10 moins bons, entre guillemets, le dimensionnement passe du simple au quintuple. Donc ça, c'est vraiment une variable très très importante dans le dimensionnement du projet. Donc je ne vais pas m'étendre sur la partie technique, mais en disant qu'on est allé jusqu'à dimensionner un stockage pour voir comment ce micro-réseau, en quelque sorte, pourrait éventuellement continuer à fonctionner en cas de coupure. Mais ce que je voudrais détailler, c'est bien sûr l'aspect économique, puisqu'on est allé jusqu'à donc recomposer plutôt la facture de chaque consommateur, composante par composante, en tenant compte bien sûr du TURP spécifique sur l'autoconsommation collective et en essayant de trouver un équilibrage donc économique. D'une part, pour le producteur, qui en l'occurrence ici est une société citoyenne, donc un peu dans l'esprit communauté énergétique, dont on va parler tout à l'heure, donc une société SAS coopérative citoyenne qui est l'investisseur et qui serait donc le producteur de l'installation photovoltaïque. Et donc, voilà, on a estimé que ce producteur pourrait commercialiser son kilowattheure solaire à peu près à 8,5 centimes d'euros, avec une petite aide à l'investissement environ 10%, et en mixant ce projet avec des projets en vente totale, qui permettrait de faciliter, on va dire, son temps de retour, enfin d'améliorer son temps de retour économique, parce que s'il fait uniquement une opération PV pour l'autoconso collective, économiquement c'est beaucoup plus compliqué. Donc on est parti sur ce coût de commercialisation, et puis on a regardé côté consommateur quel était l'impact sur leur facture, est-ce que ça augmentait leur facture actuelle ou pas, sachant que bien sûr ils ont des profils variés. On est quand même sur un profil aux 2/3 résidentiel, il y a quelques agriculteurs, un peu de bâtiments publics, mais globalement on est quand même plutôt sur des gens qui vont consommer le soir plutôt que la journée, donc pas forcément un profil très très favorable à l'autoconso. Voilà. Alors, les résultats de cette étude, qui d'ailleurs sont disponibles sur notre site si vous voulez la consulter, montrent que sous ces hypothèses, on a quand même dans la moitié des cas un intérêt économique à aller sur l'autoconsommation collective. Et quasiment dans tous les cas, un intérêt pour le TURP spécifique à l'autoconsommation collective, parce qu'on est dans un cas où il y a très peu de chauffage électrique, et effectivement ce TURP spécifique pénalise surtout les consommations électriques en saison haute, donc on est dans un cas plutôt favorable de ce point de vue-là. C'est des résultats qui pourraient être sensiblement améliorés. Parce que vous dites d'un intérêt pour moitié quand même à l'autoconsommation collective. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a une partie, c'est le verre à moitié plein, voilà. moitié vide. Mais effectivement, il y a une sensibilité forte à différentes hypothèses. Bien sûr, le périmètre, j'en ai parlé. Si on prend en compte l'évolution du prix de l'électricité sur 20 ans, c'est vraiment beaucoup plus de la moitié. Enfin, l'autoconsommation collective devient quasiment intéressante
tout le temps. Et puis, on a aussi simulé des allègements de taxes qui, bien sûr, amélioraient le passage à l'autoconsommation collective. Donc voilà, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, le projet, il commence la réalisation opérationnelle, donc avec un déploiement des Linky qui est prévu le mois prochain, je crois. Mais il y a quand même des difficultés qui sont identifiées, une certaine complexité. Enfin, nous, on a vraiment, ne serait-ce que pour savoir l'impact sur la facture, c'est extrêmement complexe. Et quand on cherche à on va dire, enrôler, pas enrôler, c'est pas le terme, mais encourager des habitants à participer à l'opération. Très concrètement, on a besoin de leur dire l'impact qu'il va y avoir sur leur facture, et c'est extrêmement compliqué en fait avec les règles actuelles. Le TURP avec les 8 plages horaires, c'est vraiment extrêmement compliqué de concrètement leur dire s'ils ont un intérêt économique ou pas à le faire. Il y a ça qui rend les choses complexes. Le fait qu'on ne sait pas bien quelle est l'offre des fournisseurs, comment ils vont s'adapter en fait à ce schéma-là, c'est assez flou. Et puis, dans ce cas particulier, effectivement, le fait que le projet pourrait être amélioré si on incluait dans la production une centrale hydraulique, mais qui n'est pas sur le même poste HTA-BT et qui est à plus d'1 kilomètre de rayon. Donc, ça pose aussi la question de cette évolution du périmètre géographique sur l'autoconsommation collective. Voilà très rapidement sur le cas français. On voit la complexité quand même en France, on a bien compris. Alors, est-ce que c'est un peu plus simple ailleurs? Vous avez d'autres sites pilotes européens, parce qu'on parle d'une vision européenne, mais c'est bien justement de comparer. Et je pense qu'Éric Morel aussi pourra réagir ce qui se passe en France et ce qu'on voit ailleurs en Europe. Alors c'est très très différent. Alors je rappelle qu'on est sur des pays du pourtour méditerranéen. Donc c'est vrai que dans notre consortium, on n'a pas les pays les plus en avance sur l'autoconsommation collective, tels que l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique. On est plutôt sur des pays qui n'ont pas encore de cadre. Hormis la Grèce, que je vais un peu détailler parce que c'est vraiment un pays qui a été très prodigue en réglementation sur l'autoconsommation. Donc eux, ils ont du net metering depuis 2013. En 2016, ils ont mis en place du net metering virtuel, donc la possibilité en fait de corréler la production à un endroit et la consommation à un autre endroit en fait qui n'est pas forcément d'ailleurs sur le même poste ou quoi que ce soit. Ceci est possible pour des installations qui appartiennent aux mêmes propriétaires et uniquement pour des bâtiments publics, des écoles, je crois des agriculteurs. Mais c'est un dispositif relativement innovant qu'ils ont mis en place en 2016. Ceci dit, je crois qu'ils ont très peu d'opérations vraiment en fonctionnement aujourd'hui. Et puis, ils ont été un des premiers pays à transcrire en fait cette directive sur les communautés énergétiques, donc en 2018. Et en 2019, ils ont combiné la possibilité pour les communautés énergétiques d'avoir accès au net metering virtuel. Dans le cas présent, en fait, ce qui est imaginé, donc, c'est vraiment une communauté énergétique dans un village rural. Donc, il y a des similitudes avec le cas français, mais un village qui est quand même plus gros, avec 300 logements, des commerces, beaucoup d'agriculteurs, d'ailleurs beaucoup de pompes pour l'irrigation des terres agricoles. Je dis ça parce que ça a un impact derrière sur l'étude qu'ils ont menée. Et donc, ils envisagent d'avoir une communauté énergétique au sens de la loi de 2018, qui, contrairement au cas français, va en fait acheter toute l'électricité des producteurs locaux, puisqu'il y a des producteurs photovoltaïques sur le site, et ils vont en développer d'autres, et va vendre l'intégralité de l'électricité aux consommateurs locaux. Donc, en France, dans le cadre de l'autoconsommation collective, on a un système, on a une double facturation, c'est-à-dire que le consommateur qui participe à l'opération va avoir une facture avec le producteur local et puis une autre facture avec un fournisseur entre guillemets classique. Là, en Grèce, ils envisagent que le consommateur achète toute son électricité à la communauté énergétique avec un système de net metering, et la communauté énergétique, elle, au deuxième niveau, fait l'échange d'électricité avec le réseau principal, également sous format net metering. Donc ça, c'est très intéressant, et cependant, c'est encore quelque chose qu'ils imaginent de faire, mais qu'ils ne peuvent pas encore faire vraiment, puisque la loi est sortie, mais pas les décrets. Et pour des raisons électorales, apparemment, le décret n'est pas forcément prévu pour tout de suite.
Mais sur le plan économique, il y a quand même des choses qui sont attendues, notamment des aides à l'investissement relativement significatives pour les communautés énergétiques qui permettraient de rentabiliser ce projet. Les simulations sont plutôt positives, notamment parce qu'on est sur une production... des consommations électriques fortes en été, à la fois du fait des climatiseurs et de ces fameuses pompes pour l'irrigation, alors qu'en hiver, en fait, ils sont sur du chauffage fuel, et c'est moins gênant par rapport à la corrélation à la production solaire. Voilà. Après, un autre zoom que je peux faire sur le site slovène, qui également a une loi toute nouvelle sur l'autoconsommation en 2019, qui ressemble un peu à la nôtre, qui n'est pas franchement encore une transposition des directives européennes, mais qui permet déjà de faire de l'autoconsommation collective en théorie sur des logements collectifs et des communautés énergétiques, et avec des clauses donc un peu similaires au cas français, l'obligation d'être raccordé au même poste de transformation HTA-BT, le fait de ne pas pouvoir valoriser le surplus de production. Il y a une limitation aussi de la puissance installée pour la production qui est en fonction de la puissance souscrite sur le périmètre. Tout ça fonctionne avec du net metering, mais ils n'ont actuellement pas de visibilité, on va dire, sur la prise en compte des charges réseau, enfin l'équivalent de notre discussion sur le Turp, voilà, n'est pas encore clarifié chez eux, ce qui complexifie un peu les schémas. Donc sur leur site pilote, qui est un complexe sportif avec 2 installations photovoltaïques, ils ont du mal à équilibrer économiquement, mais aussi parce qu'en Slovénie, c'est un des pays d'Europe où l'électricité est la moins chère, et donc où effectivement on a du mal à avoir quelque chose d'attractif, on va dire, pour l'instant. Voilà, et puis je voulais faire un dernier petit sur l'Italie, zoom sur l'Italie, qui a quand même un dispositif assez particulier. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de ce net metering qui prend en compte un peu les variations des coûts de l'électricité. Ils en ont inventé un nouveau qui s'appelle donc Scambio sul posto altrove. Donc c'est un peu comme le net metering en Grèce. Donc on peut produire à un endroit et consommer à un autre endroit, à un autre bout de la ville. C'est possible de faire ça pour des bâtiments qui appartiennent à une même collectivité de moins de 20 000 habitants. Et donc, dans le cas italien, ils ont imaginé ça entre la production d'énergie pour une piscine et la consommation d'électricité pour des escalators, puisqu'on est dans une ville de montagne où il y a plein d'escalators pour arriver en haut. Et donc l'idée, en fait, c'est de remplacer les chaudières gaz qui chauffent la piscine par une cogénération qui fait du gaz et de l'électricité, et de valoriser le surplus d'électricité pour la consommation des escalators qui est à l'autre bout de la ville. Donc on est vraiment sur quelque chose de très très différent. En plus, la cogénération en Italie est plus ou moins considérée comme une énergie renouvelable. Et donc forcément, dans ce schéma-là, ils ont à la fois des économies d'énergie, à la fois une amélioration des flux économiques, puisqu'ils valorisent de l'électricité qui ne valoriserait pas sinon. Donc là, on est sur effectivement un schéma qui est extrêmement intéressant sur le plan économique. Voilà un petit peu pour ce tour. Alors c'est peut-être complexe, Noémie Poisse, parce que c'est vrai que vous montrez des exemples qui sont très divers et variés, des lois parfois qui sont déjà votées, pas votées. Est-ce qu'on pourrait essayer, comme on parle de vision européenne, de dresser une sorte de conclusion un petit peu à travers ce projet Pegasus, de ce qui ressort de l'autoconsommation? Pas à travers toute l'Europe, on a quelques exemples précis, mais qu'est-ce que vous pourriez dire si vous vouliez... Moi, je ressens quand même, pour l'instant, on est vraiment dans une espèce de tournant aussi législatif. Donc, chaque pays est en train d'adapter en fait sa réglementation. Donc, on est sur quelque chose de très mouvant, de pas du tout stabilisé. Nous, dans ce consortium, on est passé pour les plus avancés, alors qu'on aurait été dans un consortium avec des pays du nord de l'Europe. Je pense que ça aurait été radicalement différent. Mais en tout cas, pour ce qui concerne ces pays du sud de l'Europe, clairement, on n'est pas du tout sur, on va dire, des schémas qui sont franchement propices à un développement rapide et clair de l'autoconsommation collective. Par contre, on est sur des configurations quand même favorables, plus favorables que chez nous, paradoxalement, puisque on est quand même souvent sur de la parité réseau, un ensoleillement fort, et donc je pense que ces pays ont un énorme potentiel en fait pour développer ce type de schéma, quoi. D'accord, merci pour vos conclusions.